Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes et de la diversité et l'égalité des chances. Oui, bonjour Elisabeth Moreno. Bonjour à toutes et à tous. On va parler parité et salaire, politique des quotas, Miss France aussi peut-être, campagne électorale bien sûr aussi. Mais juste avant ça, en tant que ministre de l'égalité et de la diversité, est-ce que vous êtes d'accord ou en désaccord avec la campagne qu'a voulu mener et qu'a sorti cette semaine le Conseil de l'Europe sur le port du voile, avec ce slogan derrière, la liberté est dans le hijab? Moi, cette campagne, je ne l'ai absolument pas comprise. J'ai pas du tout compris le message qu'il y avait derrière cette campagne. Comme beaucoup de gens, j'ai été très choquée. Parce que le principe d'une communication, c'est de vous envoyer un message. J'ai absolument pas saisi le message. Je me réjouis que la France se soit mobilisée pour qu'elle n'ait pas lieu. Le Conseil de l'Europe l'a retiré, donc je pense qu'ils ont compris leur maladresse. Et voilà. Oui, mais c'était plus qu'une maladresse. Ça ressemble à une provocation, non? Vous ne croyez pas? Vous savez, j'ai rencontré certaines personnes du Conseil de l'Europe. Je les vois beaucoup plus constructives que à rechercher à faire de la provocation. Je vous le redis, je suis encore extrêmement perplexe parce que je ne comprends pas ce qu'ils ont cherché à partager. Je ne comprends pas. Je peux pas le commenter. Encore une fois, ils l'ont retiré. Ça envoie un message très fort. Et pour moi, c'est le plus important. Et que la France reste vraiment très vigilante à ce genre de choses me paraît tout à fait bénéfique. Oui, et sur le fond, sur le port du voile, on en parle et on va probablement en parler pendant la campagne électorale. Ça divise un petit peu aussi. Jusqu'où aller? Alors, est-ce qu'il faut d'ailleurs de nouveau légiférer en fait sur ce port du voile dans l'espace public, Elisabeth Moreno? Vous savez, nous sortons d'une crise sanitaire sans précédent qui pèse encore très lourdement sur le moral des Français, qui pèse encore lourdement sur notre économie. Est-ce que véritablement nous ne devons pas choisir les priorités que nous devons traiter? Je pense que oui. Il y a eu déjà beaucoup de lois. Je ne vois pas l'intérêt de légiférer à nouveau sur cette question. Oui, mais sauf qu'il y a eu par exemple cette question des fillettes, par exemple du port du voile et du fillette. Pour l'instant, vous me donc ça a posez été une repoussé. question, Oui. je vous réponds, je ne pense absolument pas qu'il faille légiférer à nouveau sur le voile, et je ne pense pas que c'est une question qui doive revenir dans le débat public à un moment où nous avons ça revient dans le débat parce que mais ça revient dans le débat parce que nous le mettons dans le débat. C'est à nous de choisir les sujets que nous avons envie de porter. Aujourd'hui, les Français se posent des questions sur leur pouvoir d'achat. Ils se posent des questions sur la manière dont ils vont pouvoir gérer leur santé. La crise sanitaire n'est pas encore terminée. Choisissons nos batailles. Nos batailles, c'est de protéger, d'accompagner. Ça n'est pas de légiférer sur une question qui a été débattue une centaine de milliers de fois. Mais Elisabeth Moreno, si des Français ont envie en fait qu'on discute et qu'on est-ce que les Français autour vous de disent ce sujet véritablement oui, les Français regardez vous disent qu'ils ont envie regardez dans des sondages, mais dans des sondages ça apparaît en fait ce port du voile. Quand je regarde les sondages aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, ce sont des sondages quoi. Alors, lorsque je regarde les sondages, peut-être que nous ne regardons pas les mêmes. Lorsque je regarde les sondages, les Français sont préoccupés par le pouvoir d'achat, les Français sont préoccupés par la sécurité, les Français sont préoccupés par la justice sociale, par les inégalités, voilà, par l'environnement, et ce sont des sujets dont nous nous sommes emparés et de manière très volontariste. Et à l'occasion, je ne vois pas le voile dans ce débat. Le voile est apparu et est revenu en fait sur le devant de la scène quand il y a eu l'Afghanistan avec le sort en fait réservé à ces femmes et en disant le voile reste en fait un signe de soumission. Le voile, est-ce que le voile est un signe de soumission en fait pour les femmes? Vous qui êtes en charge de l'égalité en fait homme-femme. Mais répondez à ma question, est-ce que c'est un signe de soumission ou pas? Donnez-moi l'occasion de répondre à votre question. Allez-y. Ce qui est revenu sur la table au moment de l'Afghanistan, c'est la manière dont nous pouvions aider les femmes afghanes à se soustraire de ce patriarcat extrêmement pesant sur les femmes afghanes. Nous avons fait ce que nous avons pu faire à ce moment-là. Nous continuons de le faire aujourd'hui. À aucun moment le débat sur le voile n'est revenu au moment de l'Afghanistan. À aucun moment dans aucune des enquêtes qui sont faites aujourd'hui, je ne vois le voile revenir sur la table et je ne veux pas parler de ça alors que nous avons des sujets tellement importants. Donc alors il que n'y a pas de patriarcat en fait dans certains quartiers et il n'y a pas de problème avec le voile. C'est ce que vous dites, Elisabeth Moreno, aujourd'hui. Vous faites un rattachement direct entre le voile et le patriarcat? Oui, le voile est une manifestation du patriarcat, mais les femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint tous les 2 jours, c'est aussi une manifestation du patriarcat. Le fait que les femmes gagnent 16,5% de moins dans leur salaire aujourd'hui que les hommes, c'est du patriarcat. Ça, c'est une moyenne. Et alors
Oui, bien mais sûr. quand bien même ce serait Ouais, une bien sûr, moyenne. bien sûr. Les Ouais. femmes, aujourd'hui, partout dans le monde, il n'y a Ouais. pas un seul pays dans le monde Ouais. qui peut se targuer de traiter les femmes et les hommes de la même manière. Ça, c'est un sujet important. Que les jeunes filles ne puissent pas faire les études qu'elles souhaitent parce qu'elles sont des filles, ça, c'est un sujet. Mais, non, mais bien sûr, mais vous avez raison. Mais alors, vous m'avez pas répondu à ma question. Signe de soumission ou pas? Le voile, vous savez, la religion a toujours été une source d'enfermement des femmes. La religion a toujours beaucoup plus pesé sur les femmes que n'importe quel autre sujet. Est-ce que nous sommes dans un pays laïque où ceux qui croient, ceux qui ne croient pas sont parfaitement en place d'exprimer ce qu'ils souhaitent dans leur sphère privée, ce qui nous permet de vivre ensemble en nous respectant et en nous considérant, que vous soyez athée, que vous soyez croyant, eh bien c'est cette laïcité. Respectons-la, faisons-la vivre, et c'est ce que nous avons fait en dénonçant cette campagne du Conseil de l'Europe. Oui, merci Elisabeth Moreno sur ce sujet. Passons donc à ce que vous évoquiez en fait à l'instant, c'est-à-dire la parité des salaires femmes-hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, on recrute au même niveau pour un même poste, même niveau salarial entre un homme et une femme? J'ai rencontré le patron de l'ESSEC il y a quelques semaines qui me disait... Grande école de commerce. Grande école de commerce, qui me disait, voyez-vous Madame Moreno, nous suivons nos étudiants. Nous suivons nos étudiants et nos étudiantes lorsqu'ils quittent notre école pour savoir ce qu'ils deviennent et comment ils évoluent dans leur carrière. Et on se rend compte que dès les 5 premières années, les jeunes femmes commencent à creuser un écart dans leur salaire avec les hommes. Et elles n'ont même pas encore eu d'enfants pour celles qui souhaitent en avoir. Évidemment. Ouais. La difficulté Pourtant, que les femmes... dans ces écoles... mais si vous ne me laissez jamais répondre à vos questions, on ne va pas s'en sortir. Je veux vraiment répondre à votre question. La difficulté aujourd'hui, c'est que les femmes occupent les métiers les plus précaires, les métiers les moins reconnus, les métiers les moins valorisés, alors même que ce sont des métiers essentiels. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Que n'aurions-nous fait si nous n'avions pas eu les infirmières, les aides-soignantes, ces personnes qui travaillent dans les EHPAD, la grande distribution, le nettoyage? Ce sont des métiers qui sont essentiels à notre pays, mais qui sont mal payés, qui sont mal considérés et ces personnes-là, en général, sont en marge de la société. C'est pour ça que je salue le travail qu'Elisabeth Borne fait aujourd'hui pour revaloriser ces métiers de la première ligne sans lesquels notre pays ne pourrait pas fonctionner normalement. Maintenant, dans le milieu de l'emploi, vous le savez, j'ai passé 30 ans de ma vie dans le milieu de l'emploi. Les femmes ne sont pas traitées de la même manière que les hommes dans le milieu de l'emploi. Encore aujourd'hui dans le recrutement. Encore aujourd'hui dans le recrutement. On n'a que 30% dans ces écoles de commerce, il y a autant et voire plus de femmes que d'hommes aujourd'hui. On n'a que 30% des femmes dans notre pays qui occupent les postes les plus importants dans les instances de dirigeantes. On n'a que 30% de femmes qui entreprennent. On n'a que 12% de femmes qui créent des start-up dans le numérique, alors que un métier sur 3, laissez-moi terminer. Décidément, vous ne me laissez pas parler. Ah ben non, mais je vous pose des questions. Attendez, ce n'est pas une conférence, c'est une interview. Je le précise aussi pour vous comme pour tous les auditeurs. Si vous me posez des questions, mais d'accord, je ne fais pas une conférence, je ne fais que répondre à vos questions. Allez-y, Elisabeth Moreno. Un métier sur 3 qui sera créé dans les 5 prochaines années aura une composante numérique. Si nous n'encourageons pas les jeunes filles à étudier dans les métiers du numérique, il y a une rupture d'égalité qui fait qu'elles ne trouveront pas les emplois qui leur permettront de mieux gagner leur vie dans quelques années. Si une femme a 30% de chances de moins qu'un homme de pouvoir voir son entreprise, quand elle a un projet d'entreprise, elle a 30% de chances de moins qu'un homme d'avoir un financement. Il n'y a que 3% des fonds d'investissement de la place de Paris qui sont fléchés vers des entreprises créées par des femmes. Est-ce que ça n'est pas de la discrimination? Est-ce que ça ne sont pas des inégalités? Et c'est pour ça... Mais alors sur les causes, quelles sont les causes? Est-ce que ce sont alors en fait des hommes qui sont là pour les bloquer, ou alors est-ce qu'il y a un problème en fait plus général, quoi? En fait, il y a plusieurs sujets. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, en 2018, le gouvernement a mis en place l'index égalité professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a voulu mesurer et regarder précisément sur des critères mais très 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 précis, la manière dont les femmes et les hommes sont traités dans l'entreprise. Est-ce que vous savez que depuis 2006, il y a une loi qui oblige les entreprises à augmenter les femmes lorsqu'elles rentrent de congé maternité? Parce que c'est au moment du congé maternité que les écarts se creusent le plus. Il y a 13% des entreprises qui oublient
d'augmenter les femmes lorsqu'elles rentrent de congé maternité. Est-ce que vous savez Et il faudrait aller vers un congé parental justement égalitaire alors? Eh ben, c'est pour ça qu'on a mis en place le congé paternité, justement, pour qu'il y ait un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes. Il faut que les entreprises puissent se dire, au lieu de se dire, ah ben, je vais pas recruter cette femme, elle est jeune, elle risque d'avoir un enfant, c'est de se dire, ah bah oui, mais si je recrute ce jeune homme aussi, lui aussi, il s'arrêtera pour s'occuper de son enfant lorsqu'il naîtra. Eh bien, c'est un changement de mentalité qui prend du temps, mais qui est nécessaire et indispensable. Et je voudrais juste préciser, je ne fais pas de conférence, mais juste pour compléter votre question. Pourquoi est-ce qu'on en est à cette situation? D'abord parce que le pouvoir aujourd'hui est très masculin. On est dans une société très masculine. Ah bah non, mais c'est vrai que quand on regarde le gouvernement, il y a un président homme, il y a un premier ministre homme, il y a un président de l'Assemblée nationale homme, il y a un président du Sénat homme. C'est intéressant. Ça devrait passer par là. Non mais c'est intéressant ce que vous dites. Non mais puisque vous dites, allons sur les quotas. Ben, est-ce que dans le domaine politique, à partir du moment où il y a par exemple un homme président de la République ou alors une femme, l'autre poste, Premier ministre, doit être occupé par un sexe opposé? Ce gouvernement est le gouvernement qui a eu le plus de femmes en son sein. Il y a plus de femmes dans le gouvernement de Jean Castex qu'il n'y a d'hommes. Cette Assemblée nationale, n'a jamais été aussi féminisée. Il n'y a jamais eu autant de femmes nommées à des postes stratégiques. Vous savez, la première femme qui dirige le Louvre, c'est Delard. Qu'est-ce qui fait que jusqu'en 2020, il n'y a pas eu une femme qui dirige une telle institution? Première femme qui dirige les CRS. Il y a énormément de choses qui ont été faites pour donner aux femmes la place qu'elles méritent dans notre société. Aujourd'hui, il a fallu attendre 2017 que le président de la République décide que cette cause était la grande cause de ce quinquennat, et je trouve que nous progressons à grands pas. Je veux saluer tout le travail qui a été fait avant, mais jamais on ne s'est autant saisi des questions des violences conjugales. Aujourd'hui, on ne parle pas de crimes passionnels, on parle d'assassinat quand un homme considère qu'il peut tuer une femme qui ne veut plus vivre avec lui parce que c'est son objet. Bon, vous voterez pour une femme alors à la prochaine présidentielle? Je voterai pour une femme peut-être en 2027. J'espère que je voterai pour une femme en 2027. Pas en 2022. Non, parce que j'espère que le président de la République comprendra que nous avons besoin qu'il continue de tenir les rênes de notre pays en un moment aussi critique avec cette triple crise à la fois sanitaire, économique et sociale. Et je compte sur lui pour qu'il se représente. Oui, Elisabeth Moreno, venons-en à Miss France. Vous êtes attaquée en fait à Miss France plus sur les stéréotypes qui sont véhiculés, c'est ça. Mais alors qu'est-ce que vous voudriez en fait aujourd'hui autour de Miss France? Je ne me suis pas attaquée à Miss France. Non. Je me suis attaquée aux règles de Miss France. Je ne comprends pas qu'en 2021, on dise à une femme qu'elle n'a pas le droit de faire de l'ironie. Je ne comprends pas qu'en 2021... Eh bien, dans les règles de Miss France, il est dit qu'une femme ne peut pas faire d'ironie. Dans les règles de Miss France, il est dit qu'une femme veuve ne peut pas concourir. Dans les règles de Miss France, si vous êtes une candidate qui a posé les seins nus pour dénoncer le cancer du sein qui tue un nombre incalculable de femmes, vous ne pouvez pas candidater. Je trouve, moi j'adore Miss France. Je vous le dis, je l'ai regardé pendant longtemps. Miss France fait rêver un nombre de jeunes filles et de femmes incalculable. Ça fait partie de notre culture, de notre tradition. Il y a de plus en plus, l'année dernière, je crois qu'ils ont eu un audimat extraordinaire. Je respecte ça. Ce que je veux, c'est que nous utilisions Miss France pour montrer que les femmes sont intelligentes, qu'elles entreprennent, qu'elles soutiennent des causes. Moi, je suis pour qu'on utilise tous les mois. Il faut une ouverture des règles. Je sais qu'Alessia... que Sylvie Tellier, Joubert a déjà commencé à réfléchir à cela. Ils ne nous ont pas attendus pour en parler. Moi, ce que je veux... Vous savez, les femmes ont tellement de difficultés à exister dans l'espace public, dans l'espace médiatique, dans leur carrière. Je sais que Miss France a permis à des femmes d'exploser leur carrière. Elles étaient intelligentes, elles étaient fortes, elles étaient belles. Et puis il y a toujours de l'engouement. Et c'est vrai qu'il y a toujours de l'engouement pour Miss France. Mais vous savez... Miss France fait rêver encore tellement de gens. La question, ça n'est pas est-ce qu'il faut arrêter Miss France. La question, c'est comment nous faisons évoluer Miss France pour qu'elle continue de faire rêver les jeunes femmes sur la beauté des femmes françaises, mais aussi sur le potentiel des femmes de France à faire changer notre société. Bon, Miss France, ça marche pas en revanche.
Pourquoi ça marche pas, Mister France? Il y avait eu cette tentative de lancer en fait un Mister France et ça n'a pas marché. Mister France, puisque vous êtes aussi, ministre de l'égalité, tiens donc. Eh bien, puisque je suis ministre de l'égalité, je voudrais vous dire que les règles de Mister France ont été aussi remises en question et qu'elles ont évolué. Alors pourquoi ne pas le faire pour Miss France? Vous avez rencontré cette semaine Miss Trans. Oui. Je poursuis sur ce sujet. Vous souhaiteriez par exemple qu'une femme trans puisse concourir? Moi, j'ai rencontré Louise, Miss France, qui est une réunionnaise absolument magnifique, mais magnifique pas que par sa plastique, magnifique aussi parce qu'elle porte des causes extraordinaires, parce qu'elle se bat pour que les jeunes issus des quartiers défavorisés puissent avoir accès à l'art, parce que c'est une personne qui porte des valeurs qui sont extrêmement humanistes. Je l'ai rencontrée pour discuter de la situation des personnes trans, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais dans notre pays, il y a 7 fois plus de suicides dans les populations trans que dans la moyenne de la société. 4 fois plus de suicides chez les personnes LGBT+. On ne peut pas accepter ça. Cette souffrance que portent ces personnes, nous devons l'entendre, nous devons l'accompagner. C'est pour ça que nous avons mis en place beaucoup de dispositifs comme le plan national de lutte contre l'homophobie et en faveur des droits des personnes LGBT+. Et je salue le travail que Louise fait et nous allons continuer de travailler sur ce sujet pour que notre société entende et comprenne ces sujets de manière beaucoup plus approfondie et moins superficielle que ça n'est fait aujourd'hui. Merci Elisabeth Moreno, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, d'être venue ce matin au micro Sud Radio. Vous reviendrez parce qu'on reparlera aussi de la campagne électorale. Il y avait encore beaucoup d'autres sujets. Merci pour votre invitation.